Bonjour, je m'appelle Alice Quinn, j'ai sorti un livre en auto-édité en début 2013 qui a bien marché sur la plateforme Amazon et voilà, je suis là pour discuter avec vous. Bonjour à vous, Olivier Jacques Vendroux. Je suis auteur de thrillers et j'en ai sorti 3 depuis 3 ans. Voilà. Bon bah, je ne suis pas auteur, donc je me présente quand même. Donc je suis Anne-Laure Vial, responsable de l'auto-édition pour Amazon. Bonjour, moi je suis l'épouse de Jacques Vendroux, Jacqueline Vendroux. J'ai écrit un livre à destination des auteurs pour leur expliquer comment faire pour se publier sur Amazon. Et puis accessoirement, mais ce qui me prend vraiment le plus de temps, c'est de suivre les livres de mon mari, de les corriger, de les critiquer, de les publier, et etc. etc. Bonjour, Aurélie Valogne, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle Mémé dans les orties et je l'ai auto-publié en juillet dernier. Donc, le point commun des auteurs autour de moi, c'est qu'ils sont tous, ils ont tous très bien vendu leurs livres dans l'auto-édition, ils ont tous été dans le top 10, je pense qu'on peut dire ça. Peut-être que vous voulez partager avec le public en fait votre expérience. Comment avez-vous connu en fait l'auto-édition? Par hasard. En fait, j'avais 2 livres qui, je ne vais pas dire qu'ils traînaient, mais qui étaient au fond d'un ordinateur. Et une personne l'avait lu et m'avait dit Jacques, il faut que tu le publies. Et trouver un éditeur, j'avais commencé à regarder sur Internet et ça semblait vraiment être le parcours du combattant. Et au même moment, on a eu connaissance de ce que préparait Amazon, c'est-à-dire la plateforme KDP. Et puis on s'est dit, mais c'est ma femme qui a fait quand même le travail, je tiens à le dire, pourquoi ne pas essayer? Et donc ça nous a pris 1 heure pour rentrer le livre, fabriquer une couverture, bon, la première je vous en parle même pas, et la mettre sur la plateforme. Donc voilà, en 1 heure le livre était passé du disque dur de mon ordinateur à la plateforme Amazon. Oui, moi je suis beaucoup plus lente que les Vendroux, c'est peut-être parce qu'ils sont à 2. Et moi ça me faisait peur en fait, le numérique, ça me faisait peur. Je suis auteur de jeunesse depuis à peu près 15 ans. J'écrivais des romans policiers ou fantastiques pour les adolescents. Et j'avais eu une expérience pas très heureuse récemment avec un de mes éditeurs qui s'était engagé pour une saga fantasy de 5 tomes et puis qui m'a lâché au bout de 2 tomes. Et il a lâché également tous les auteurs qu'il avait pris parce qu'en fait il avait lancé un département en fantasy et jeunesse et puis il a abandonné au bout d'1 an et demi, voilà. Donc peut-être aussi parce que ça faisait déjà quelques années que j'étais auteur, j'en avais marre, quoi, voilà. J'en avais un peu marre d'être maltraitée par les éditeurs. Et je voyais des gens se faire éditer en numérique et ça me faisait rêver et j'avais l'impression que c'était quelque chose d'inaccessible pour moi, notamment du point de vue technique surtout. J'avais l'impression que je ne saurais jamais maîtriser ça et j'ai jamais eu, alors là ça fait plusieurs fois que j'entends des auteurs dire ben, on est allé sur KDP et en 1 minute on a réussi. Et moi j'avais même pas le courage d'aller voir la page KDP. Je savais d'avance ou je me disais d'avance que ça serait de toute manière trop dur pour moi, quoi. Et parce que je suis peut-être aussi d'une vieille école, je me dis toujours il faut que tu te formes quand quelque chose. Par contre, j'abandonne jamais, je suis assez teigneuse et donc je voyais ça me semblait inaccessible. Je me dis il faut que tu te formes, quoi. Il n'y a pas de raison, il faut que tu te formes. Et je suis tombée sur une formation en ligne qui s'appelle le KBS. Et où on me promettait d'arriver à éditer. Et voilà, j'ai fait cette formation sous un peu les moqueries de mon entourage et de ma famille qui me disaient bon voilà un nouveau truc, t'as trouvé un nouveau truc pour bon, voilà. Et pour perdre ton temps. Et
Et je regrette depuis, mais pas une minute, d'avoir fait cette formation. Après, je me suis rendu compte que j'aurais très bien pu auto-éditer mon livre sans avoir fait peut-être, en tout cas du point de vue technique, cette formation. Mais j'ai appris beaucoup de choses et beaucoup d'autres choses en même temps. Donc c'était génial. Alors là, je me suis lancée, décomplexée, et effectivement, le miracle est arrivé comme eux, c'est-à-dire que le premier mois, lorsque j'ai sorti le livre, alors il faut dire aussi que c'est un livre qui avait été refusé. Hein. Mon but était de sortir les livres sur Internet, que les éditeurs me refuseraient, ou alors vous savez que maintenant le marché va très très vite, le marché de l'édition, et j'avais des livres qui étaient sortis avec des éditeurs traditionnels, et puis au bout de 4 ans, on me rendait les droits en me disant, voilà, vous avez vendu vos 3000, mais on ne va pas rééditer, c'est terminé, l'aventure s'arrête là, et donc on envoie les livres au pilon, et vous pouvez récupérer vos droits. Ce qui est une chance finalement pour un auteur, parce qu'après on peut en faire autre chose. Et donc je me suis dit, ben voilà, j'éditerai en numérique mes romans qui sont en fin de droit dans l'édition traditionnelle et dont j'aurais récupéré les droits. Et mes romans, ça n'arrivait pas souvent, mais ça arrivait des fois, qui étaient refusés par les éditeurs. Et donc j'ai fait mes armes avec un ou deux. Alors c'est extraordinaire parce que mais je ne veux pas parler trop longtemps. Si on commence à me... On va se faire Bon, je finis juste, je m'arrête avant, voilà. Juste pour dire une chose, une jubilation que j'ai ressentie une fois en éditant un de mes romans dont j'avais récupéré les droits et qui... bon, voilà. C'est que je me suis, dans l'intervalle par rapport à l'époque où je l'avais publié et maintenant je me retrouvais sur le numérique, mais en fait l'outil est tellement extraordinaire que j'ai passé des heures et des heures à chercher, parce que c'était un livre historique qui se passait en 1895 pendant la ruée vers l'or au Klondike au Canada. Et donc dans l'intervalle, Internet était devenu tel que j'avais accès à des sites de la Bibliothèque du Canada, à des films sur YouTube, à tout ça. Et j'ai mis tout ça en lien sur le bouquin. C'était merveilleux et je me suis dit, c'est génial parce que si je lisais un livre historique et qu'à la fin je peux cliquer dessus et me retrouver dans la bibliothèque avec les photos des vrais chercheurs d'or, me retrouver avec des films qui étaient sortis à l'époque, enfin voilà, début du siècle, c'était... Voilà, alors j'ai passé un très bon moment, que j'arrête là parce que... On va quand même laisser la parole aux autres. Peut-être Aurélie, et puis après... La question, c'est comment tu as connu l'auto-édition? Qu'est-ce qui t'a amené à utiliser cette solution en tant qu'auteur? Donc pour moi, ça a été un peu par hasard que j'ai découvert l'auto-édition. J'avais fini donc mon roman, je savais que je reprenais un travail 1er juillet et il était fini fin juin. Et je voulais absolument en faire quelque chose très vite, soit l'envoyer aux maisons d'édition, ou soit le mettre peut-être sur une plateforme autre. Mais je ne connaissais pas du tout ni personne qui l'avait fait sur KDP. La seule chose que j'avais entendue, c'était une amie qui l'avait fait publier à compte d'auteur, donc elle avait dû payer, elle, des frais pour le faire publier. Et ça me semblait pas forcément l'idéal. Elle pouvait en plus l'avoir que en format papier, mais pas numérique. Moi, je voulais avoir les deux. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. J'ai vu KDP quelques fois et je me suis dit, pourquoi pas sachant que j'avais vraiment envie de ne pas laisser mourir ce document Word dans mon ordi. Il y a tellement d'ordinateurs qui crachent du jour au lendemain. Même si je l'avais sauvegardé 10 000 fois, envoyé par email, je voulais vraiment m'assurer de faire quelque chose avec ce roman et de savoir aussi si les 4 mois que j'avais passé à écrire valaient la peine ou pas. Et donc j'ai tenté d'aller voir sur la plateforme KDP et ça a été très très simple d'utilisation. Donc c'est comme j'expliquais auparavant. Ma première connexion au site, j'ai mis le document Word directement dedans et je pense qu'il était en ligne le jour même. Voilà. Alors moi je voudrais juste préciser par rapport à ce qu'a dit mon époux. Nous, quand on a publié pour la première fois, on s'est comporté comme des amateurs complets. C'est-à-dire qu'on avait notre texte, on l'avait relu chacun une fois.
Et puis on l'a publié, on n'avait pas de couverture, le pseudo on l'a trouvé en 30 minutes, 33 minutes pardon. Et enfin bon, on a fait ça très vite. Et je vous déconseille quand même de faire la même chose, parce qu'il s'avère que les textes qu'on a publiés étaient bourrés de fautes, que ça nous a été reproché dans des commentaires des lecteurs. Et donc, avant de publier vos textes, lisez-les, relisez-les 6, 7, 8 fois. Faites-les relire 10 fois par des personnes différentes, et de préférence des personnes qui sont très bonnes en orthographe. Et même après ça, il restera encore des fautes. Donc, n'hésitez pas à lire, faire relire. On croit comme ça qu'on est bon en orthographe et que ça suffira, mais c'est pas vrai. Moi-même, j'étais très surprise de voir tout ce qu'on peut laisser passer, de voir que le français, finalement, c'est une langue super difficile. Toutes les exceptions, où est-ce qu'il faut mettre des majuscules, où est-ce qu'il faut mettre des tirets, enfin, il y a des tas de ça. Plus, effectivement, les accords de participe passé qui ont l'air simples, mais qui ne sont pas tant que ça. Donc, c'est vraiment un gros travail et presque plus long que celui d'écrire le roman lui-même. Donc, c'est un travail vraiment à ne pas négliger, comme nous on l'a fait. Bon, il se trouve que pour nous, ça n'a pas vraiment été un frein, mais ça le devient de plus en plus. Donc, quand on a commencé, nous, il n'y avait pas encore beaucoup d'auteurs qui avaient publié. Maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, c'est vraiment un point auquel il faut faire très attention. Oui, on a beaucoup d'ateliers, un atelier chaque jour où on explique bien que l'auteur auto-édité, ce n'est pas un amateur, c'est quelqu'un qui a une approche extrêmement professionnelle à la fois en tant qu'auteur, en tant que presque éditeur et entrepreneur. Donc il y a tout un travail et ce qui va primer, c'est un travail de qualité professionnelle et la qualité. Voilà. Donc la qualité du texte, bien sûr, la qualité de la couverture, la qualité de la description du livre, la qualité des corrections, etc. Donc vous avez comme ça découvert l'auto-édition, vous avez tous publié, je disais que vous avez publié avec succès, effectivement. Est-ce que vous pouvez juste dire au public, donc vous publiez, donnez le titre de votre livre et puis qu'est-ce qui s'est passé dans les jours, dans les mois de votre publication? Donc aujourd'hui on a un certain nombre de livres sur KDP. Des thrillers, j'ai écrit un livre pour enfants, ma femme a écrit un livre pour ceux qui veulent s'auto-éditer. Aujourd'hui on a vendu en 3 ans, je vais dire, 54 000 livres. Non, c'est pas l'objectif. Mais en France, oui. Voilà, tout ça pour dire que même si c'est pas forcément, même si on se rend compte qu'il y a un peu de chance aussi derrière cette aventure, ça veut dire que c'est pas inaccessible. On a aussi vu des choses assez intéressantes. Bon, ce qui se vend le plus, ce sont les thrillers. Et si vous regardez les pages d'Amazon, vous avez en général des thrillers, des polars et de la romance. Donc, non. Beaucoup. Et de la fiction. De la science-fiction aussi, oui. Donc tout ça pour dire que ce sont pas des rêves, mais il est possible d'éditer. Il y a effectivement certains thèmes qui vont mieux porter. Ce qu'on fait Aurélie ou Alice, c'est aussi des fictions. Moi, c'est des thrillers. C'est vrai que si on a des textes plus personnels, ce sera peut-être un peu plus compliqué, je ne sais pas. Mais c'est une vraie opportunité pour tout auteur. Et je reviens sur ce que dit ma femme, parce qu'elle a forcément raison. C'est que la qualité de ce qu'on propose est vraiment importante. Après, le livre plaira ou ne plaira pas. Mais ce qu'on a découvert, c'est que le livre soit gratuit, que le livre coûte 1 €, que le livre coûte 10 €, vous en tant que lecteur, ou moi en tant que lecteur, vous attendez la même chose. C'est pas parce que vous avez acheté un livre à 1,50 € que vous allez accepter plein de fautes d'orthographe. Vous allez attendre un livre qui est bien construit. Après, il pourra vous plaire ou pas. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose à se mettre en tête.
parce que ça peut faire très mal quand on propose quelque chose de mal construit. Vous connaissez les principes Internet avec les commentaires. Il y a des gens qui se lâchent sur les commentaires. Ils se lâchent quand ils aiment, et ils se lâchent quand ils n'aiment pas. Et les premiers qu'on prend en disant « mais c'est quoi cette M, 3 petits points ?» ils font pas plaisir, donc autant les éviter. Oui, alors la question c'était qu'est-ce qui s'est passé. Donc moi j'ai commencé donc à mettre quelques-uns de mes livres dont j'avais récupéré les droits, et j'ai ressenti un grand bonheur parce que voilà, ce qui se passe en fait en tant qu'auteur, c'est que tout d'un coup on maîtrise quelque chose auquel jusque-là on n'avait pas le droit. Et par exemple, certains éditeurs ne voulaient même pas entendre mon point de vue sur la 4e de couverture. J'avais pas mon mot à dire sur la couverture non plus. Là, on me montrait par gentillesse la maquette, mais bon, si je faisais une remarque, c'était pas forcément pris en compte. Et là, tout d'un coup, on est aux commandes, on choisit soi-même sa couverture, on choisit soi-même le texte de la 4e de couverture. Donc on a un intense sentiment de jubilation, je crois, d'indépendance, de liberté, et c'est assez grisant cet aspect-là. Alors après avoir fait des essais, puis mes livres se vendaient comme ça, j'étais vraiment très contente puisqu'ils étaient au fond de mes tiroirs, et tout d'un coup j'en vendais 5 par mois, et j'étais vraiment, c'était super déjà. Et puis j'ai mis Un palace en enfer. Alors Un palace en enfer, donc il avait été refusé par 3 éditeurs à qui je l'avais envoyé. Puis je l'avais mis au fond d'un tiroir pareil. J'avais pu proposer à d'autres parce que j'avais pigé, après avoir écrit le roman, qu'il ne correspondait pas du tout au paysage éditorial français de l'époque. C'est-à-dire qu'on fait ou des polars ou éventuellement certains livres dits blancs, de la littérature blanche, à ton léger ou à ton de comédie, ça existe aussi, mais mélanger les deux, parce que c'est une comédie policière que j'avais écrit, mélanger le policier et la comédie, ça se faisait pratiquement jamais, c'était vraiment très rare. Donc j'ai réalisé ça après l'avoir écrit. Moi je l'avais écrit pour moi parce que j'aime ça. C'est souvent des romans traduits qui viennent d'auteurs anglo-saxons, qui sont des comédies policières, ou des écrivains nordiques aussi, ils en font pas mal. Et moi j'adore ça, j'en lis beaucoup, j'en consomme beaucoup, et j'avais envie d'écrire ça. Et puis également parce que pour moi c'était, à l'époque où j'ai écrit ce livre, un moyen de me sortir voilà, d'une période un peu difficile que je vivais, et j'écrivais de la comédie policière, ça me faisait rire, ça me faisait du bien. Donc quand j'ai réalisé ça, j'ai mis au fond du tiroir. Et quand j'ai commencé à sortir 2-3 romans en auto-édité Kindle, donc je l'ai ressorti. Je l'ai relu, j'ai apporté des modifications, bien sûr, je l'ai retravaillé, parce qu'un auteur, tant que c'est pas publié, en fait, on a l'impression qu'on a toujours quelque chose à refaire, hein. On n'est jamais satisfait. Et d'ailleurs, une fois qu'il est édité, moi je le relis plus, hein. Je le relis plus jamais, parce que je sais que sinon je vais dire « Ah ben, je vais pas retravailler ça ». Bon. Donc là, je l'ai retravaillé. J'ai trouvé un titre, parce que j'avais jamais trouvé de titre qui me satisfaisait, donc j'ai commencé à vraiment chercher. L'avantage aussi en tant que... Alors, les Vendroux, par exemple, m'ont été d'une grande aide parce qu'ils avaient un blog sur lequel ils expliquaient les erreurs à ne pas commettre, etc. Donc, je l'ai suivi. Il y a des forums, il y a sur Facebook des groupes d'auto-édité aussi. Et tous ces endroits sont des endroits où on peut communiquer avec d'autres gens qui ont les mêmes préoccupations que vous et qui vont vous donner des conseils, vous aider. Et donc j'ai testé comme ça le forum aussi de la formation que j'avais faite. Et j'ai testé mon nouveau titre, et j'ai pu comme ça avoir des retours de gens. J'ai testé la couverture aussi, qui était vraiment quand même très nulle aussi, la toute première que j'ai sortie, mais bon, ça fait rien, c'était le mieux que je pouvais faire à l'époque. Et j'ai décidé de prendre un pseudonyme aussi, parce que je trouvais que mon nom d'auteur qui avait écrit pour la jeunesse jusque-là ne correspondait mais pas du tout au contenu du bouquin que j'allais faire. Et moi je trouvais que j'avais envie de me donner toutes les chances de rencontrer un public qui, dès qu'il aurait vu ma couverture,
saurait exactement ce qu'il y allait avoir dans le livre, ne serait pas floué, ne serait pas dupé par cette couverture. Et quand on dit qu'il faut faire une meilleure couverture possible pour vendre le livre, je ne crois pas que c'est une meilleure couverture possible pour attirer le lecteur et le rouler, pas du tout. Moi, ce que j'appelle la meilleure couverture possible pour un livre, c'est celle qui rendra le plus compte, tout en attirant bien sûr le lecteur, qui rendra le plus compte de ce qu'il va trouver dans le livre. Et le titre participe, mais j'ai pensé à un moment que le nom d'auteur participerait aussi. Donc j'ai choisi aussi un nom d'auteur qui m'a amusée, c'était Alice Quinn, parce que comme j'ai une héroïne qui fait des enquêtes, enfin, etc. Et j'ai repensé, il n'y a que les gens de ma génération qui peuvent comprendre et qui ont connu Alice Détective. Donc voilà, j'ai pris le nom d'Alice et Quinn qui était l'autre. Voilà. Et oui, Bibliothèque verte. Et donc, le premier mois, j'ai vendu 5 exemplaires. J'étais très contente puisque c'était à peu près. Alors je me suis dit génial. Bon ben voilà, aucun éditeur n'en a voulu, mais je vais quand même en vendre mes 5 par mois et je serai contente. Le deuxième mois, j'ai une copine qui m'a appelé en me disant regarde, t'es dans le top 100. Alors ça voulait dire que j'en avais vendu plus que 5 quand même. Et à la fin du mois de février, j'en avais vendu 250, bon, c'était génial. Et puis au mois de mars, la machine s'est emballée puisque j'en ai vendu 2000 au mois de mars. Et là, je suis passée dans une... alors là, c'était... voilà. Voilà, c'était en 2013. Et voilà, Alice, c'était numéro 1 des ventes numériques sur Amazon, devant 50 Shades of Grey. C'était extraordinaire. C'est pas le même style. Je pense que Lily était pas très loin derrière. Et donc je vais passer le micro à Aurélie, qui a le temps d'expliquer aussi ce qui s'est passé après avoir mis en ligne son livre. Peut-être, on parlera des projets futurs après, et puis de parler un petit peu de peut-être ton héros et du type de livre que tu as écrit. Donc effectivement, moi j'ai mis mon livre sur la plateforme d'Amazon donc le 1er juillet. Après je me suis laissé 15 jours de je contacte une amie, je la harcèle pour qu'elle relise et qu'elle relise parce que finalement j'ai des doutes quand même sur les quelques fautes qui peuvent rester. Et donc voilà, donc 15 juillet je le mets en ligne et ça se passe pas trop mal parce que franchement on vend chaque jour c'était le cas, je vendais chaque jour quelques livres, une petite dizaine sur tout le mois de juillet. Et puis vers le 15 août, il rentre dans le top 100 et là les premiers avis de la famille font effet boule de neige. Je me retrouve avec des Sylvie thérapeutes. Qui est Sylvie thérapeute, je ne sais pas, mais je l'embrasse du fond du cœur, qui me laisse mon premier commentaire 5 étoiles, j'ai adoré votre livre, super, vous avez changé ma vie. Je commence à recevoir mes premiers emails sur ma boîte personnelle parce que j'ai mis mon adresse email à la fin du livre qui me disent voilà, votre livre est arrivé à un moment donné de ma vie hyper important où je suis en froid avec mon père depuis des années et on ne se parle plus, il est trop méchant, ce qui est un peu le thème de mon livre, mais en même temps il fête ses 80 ans dimanche et j'ai décidé de lui donner une deuxième chance et d'aller le voir. Je reçois ça et ça me fait de l'émotion. Donc c'est vraiment incroyable. Donc effectivement, à partir du moment où on rentre dans le top 100, qu'on a des commentaires de la famille, mais bien plus que ça, d'inconnus, qui disent que votre livre les touche. On a de plus en plus d'avis. On a aussi la chance d'avoir pendant 2 mois d'être sur la colonne de droite qui dit « Ce livre est une nouveauté ». Et ça, quand on le perd, moi j'ai les ventes ont un peu chuté, après c'est reparti. Mais il faut vraiment bénéficier de ces 2 premiers mois où on a une visibilité en plus donnée par Amazon. D'être tout le temps sur la colonne de droite, en tous les cas, moi c'était mon cas, et il y a énormément le livre, pour tous ceux qui cherchent, ne savent pas trop quoi prendre, d'avoir le livre toujours sur la droite, même si on n'en veut pas et que franchement on a ras-le-bol de cette couverture qui nous suit partout, au bout d'un moment on finit par cliquer dessus et dire ouais, peut-être, 3 €, bon, allez, peut-être. Donc j'ai peut-être vu des personnes comme ça aussi, à force de les harceler, mais c'est pas moi personnellement. Et donc voilà, donc en gros la belle aventure c'est quand on passe de quelques ventes par jour à des journées où on en fait plus de 100, plus de 200 et là juste on se lève le matin, il est 8 h, on a déjà vendu 40 et on se dit mais pourquoi je me lève déjà donc franchement non, c'était les plus belles journées, c'est incroyable et je le souhaite à chacun d'entre nous de vendre et autant parce que c'est des lecteurs nouveaux qu'on touche à chaque fois, les commentaires aussi
t'en parlais et il y a des très bons commentaires qui me touchent profondément et je les suivais chaque jour avec grand plaisir. Et il y a aussi les commentaires négatifs, ça existe. Et c'est là aussi où on prend une autre dimension. On devient auteur aussi parce qu'il faut savoir accepter qu'on critique son travail. Et moi, dans mon travail plus professionnel, je peux critiquer une présentation que j'ai pu faire, j'ai aucun souci. Mon petit bébé littéraire, on me fait une critique, je le prends très très mal. Et ça, au bout d'un moment, j'ai dû arrêter de lire les commentaires parce que ça me touchait vraiment trop. Là, je me suis refait un travail sur moi en me disant, ça y est, maintenant tu sais que ton livre a plu. C'est pas grave, tu peux pas plaire à tout le monde, donc il y aura toujours des gens qui diront que ça manque de style, ça manque de tout ce qu'on veut. Mais ces commentaires-là, typiquement, dans La Belle Aventure qui continue avec mon roman, je les ai intégrés, j'ai intégré certains commentaires qui disaient ce serait bien que si le début pouvait partir plus vite, on ne sait pas trop ce qui se passe sur les premiers chapitres. J'ai retravaillé le texte pour mon éditeur papier pour accélérer le début aussi. Il y a certaines personnes qui me demandaient pourquoi tel personnage fait ceci, on ne comprend pas ses motivations. J'ai développé le côté psychologique de certains personnages. Donc pour moi c'est aussi un outil incroyable, un échange qu'on peut avoir avec des personnes qu'on ne rencontre pas physiquement, mais qui donnent leur point de vue. Et ça donne une deuxième jeunesse au livre une fois qu'on peut soit le retravailler directement sur la plateforme ou quand on veut le publier. Effectivement. Moi aujourd'hui j'en ai vendu 25 000. C'était ça, donc moi, qu'est-ce qui s'est passé après la publication des livres de mon mari? En fait, quand je lui ai dit je vais m'occuper de tes livres, je ne pensais pas du tout y passer autant de temps. Donc quand j'avais mis le petit doigt dans l'engrenage, assez vite c'est tout le bras qui a été happé. Donc j'ai passé un temps infini à relire et corriger ces livres. Puisqu'au début ils étaient plein de fautes et d'ailleurs il y a une lectrice qui m'a beaucoup aidée parce que au bout d'un moment j'y arrivais plus et l'anecdote c'est que cette lectrice finalement ça lui a tellement plu de relire et de corriger ses livres qu'elle a abandonné son métier, elle a suivi une formation de correctrice et elle en a fait son métier. Donc à cause de nous il y a quelqu'un qui a changé de vie et de métier, donc c'est assez amusant comme anecdote. Et donc du coup, moi je me suis occupée donc des corrections, je me suis occupée de faire un peu de marketing, de développer une page Facebook, de faire un blog qui visiblement est très suivi. Alors l'objectif c'était de marketer les livres, mais finalement j'ai fait un blog plus pour les auteurs, puisque c'est un sujet que je connaissais mieux, où j'ai raconté notre expérience, les trucs positifs, les trucs qui ont bien marché. Enfin bon, visiblement depuis hier, il y a plein de gens qui me disent « Oh, votre blog, il est super, je le suis », donc ça fait toujours plaisir. Hein. Le blog, ça s'appelle, il faut taper Jacques Vendroux sur Internet, et puis vous tombez dessus, ça doit être le premier ou le deuxième truc qui apparaît sur Google. Voilà, donc ça, j'ai passé beaucoup de temps. Donc, ça m'a fait du bien aussi parce qu'à cette époque, professionnellement, c'était pas trop ça. J'étais en train de changer de métier. Donc ça m'a permis de montrer aussi que partant d'un sujet où je ne connaissais absolument rien, puisque c'était effectivement le cas, j'ai réussi à acquérir une certaine expertise et beaucoup d'auteurs qui m'écrivent pour me demander des trucs plus ou moins pointus et qui me remercient, tout ça. Enfin bon, ça fait... Sachant qu'au départ, je ne connaissais absolument rien à ce domaine, ça fait quand même plaisir, quoi. Après, on a tenté une petite expérience de traduction. Donc on avait une petite nouvelle qu'on s'est dit on va essayer de traduire pour voir ce que ça fait, pour essayer de conquérir le marché américain. Parce qu'on se dit ouais, ça va être facile comme en France. Voilà. Donc on a fait ce travail sur une petite nouvelle avec un traducteur anglais. Et là, j'ai vu que non, c'était vraiment trop difficile, c'était vraiment un métier, la différence de langue, les différences de typographie, et puis un temps infini là aussi à y passer dans une langue qu'on ne connaît pas. Donc on s'est dit, bon, ce sera sans nous, si jamais on passe à l'anglais, ce sera avec un éditeur, mais ce ne sera pas nous. Et là, Amazon est entré en contact avec nous, donc c'est Amazon Publishing, boîte éditeur américain, qui nous ont dit, on a lu un de vos livres, ça nous a plu, on vous propose de l'éditer en anglais et puis dans d'autres langues éventuellement après. Donc ce livre est sorti aux États-Unis, en France, en Angleterre, enfin partout, mais principalement à destination des lecteurs anglophones au 1er janvier.
Grâce à une mise en avant vraiment conséquente d'Amazon, il y a énormément de lecteurs qui ont téléchargé. Et puis là, les ventes continuent. Et ça aussi, c'est une super expérience. Et à la fin du mois, il va sortir en allemand. Donc, affaire à suivre. Vous êtes humble, mais vous avez été numéro 4 des ventes aux États-Unis. C'est quand même numéro 3 même, pardon. Je n'ai pas vu le numéro 3, mais j'ai vu le numéro 4. Donc c'est quand même assez magnifique. Bon, j'ai une autre question pour vous, c'est que je voudrais savoir si vous aviez une chose que vous avez, enfin, ce que vous avez préféré dans cette expérience d'auto-édition. Juste une chose, comme vous êtes 4, on va faire 4 idées. Je vais commencer par Aurélie. C'est l'échange qu'on peut avoir directement avec les lecteurs. Donc, comme je disais, le fait de recevoir des emails, soit pour me dire bravo, j'ai aimé votre livre. Aussi, les jeunes auteurs m'écrivent pas mal pour savoir, mais concrètement, une fois qu'on a mis sur la plateforme, comment on fait pour donner cette accélération? J'aimerais bien avoir une recette miracle à partager. Je ne suis pas certaine de tout maîtriser. Et là, je suis en train d'écrire le deuxième roman et j'espère qu'il y aura le même succès, mais sincèrement, je ne peux pas le dire. Je pense que voilà, mais en tout cas c'est vraiment pour moi le point le plus important, ça a été l'échange avec les personnes, parce que c'est un peu ce que tu disais ce matin, on ne peut pas devenir auteur si on n'a pas de lecteur, et c'est à ce moment-là où on change aussi son propre regard, même sa famille nous regarde différemment, nos amis sont fiers de nous. Moi je suis hyper fière de moi, j'ai pas eu l'impression de changer dans ce process-là, mais d'un seul coup il nous arrive une chose extraordinaire, et le contact avec les gens, partager cette même passion, passer de lecteur à aussi auteur, est la chose la plus incroyable. Bon, alors moi, ce qui m'a le plus plu dans cette aventure, c'est le fait de faire quelque chose à deux, en couple, sachant que dans nos métiers, on a une vie un peu compliquée, à savoir qu'en semaine, on n'est pas dans la même ville pour travailler. Donc ce projet commun nous permet d'être ensemble même quand on ne l'est pas. Donc ça, c'est vraiment bien. Pas le droit de dire la même chose. Pas le droit, ce que je voulais dire. Moi, je me suis toujours considéré plus comme un raconteur d'histoire que comme un auteur. On a 2 enfants, et quand ils avaient 4-5 ans, je pense pendant 2 ans, tous les soirs, il fallait que je raconte une histoire. Ça me faisait plaisir aussi. Donc on se mettait dans le même lit tous les 3 là, et puis il me disait, papa, raconte une histoire qui parle de ça, il y aurait ça. Et hop, c'était parti. Et quand ils ont grandi, les histoires de chevaliers et de princesses, ça les intéressait un petit peu moins. Quoique parfois, ils me demandent... Et du coup, j'ai raconté dans des livres, et c'est vrai que le grand plaisir, comme dit Aurélie, c'est l'échange avec un lecteur, parce qu'on raconte pour quelqu'un. Un livre qui n'est pas lu, en fait, il sert à rien. Enfin, il sert à rien. Si, il sert à se faire plaisir, mais il perd sa vie. Et d'avoir ces retours comme ça de lecteurs, de lectrices d'ailleurs, les lectrices écrivent plus que les lecteurs, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et la dernière, récemment, m'a dit Monsieur Vendroux, j'attends le prochain, mais dépêchez-vous parce que j'ai 88 ans. Donc je me dépêche. Oui, moi ce qui m'a le plus emballé dans cette aventure, c'est ce sentiment de grande liberté que j'ai ressenti et de grande indépendance devant mon petit bébé. Voilà, c'est un peu quand on écrit un roman et qu'on est édité par un éditeur traditionnel, c'est un peu comme effectivement si on a un bébé et puis qu'au moment de la naissance on vend les droits à l'éditeur, donc on le donne à quelqu'un d'autre et c'est lui qui va bien s'en occuper. Alors il faut faire drôlement confiance, hein, et puis et c'est pas toujours la personne à qui on donne son bébé comme ça n'est pas toujours à la hauteur de ses espérances. Et là tout d'un coup, voilà, vous avez un bébé, c'est vous qui vous en occupez. Et vous êtes tout le temps avec lui, vous y pensez jour et nuit, voilà, quelle robe on va lui mettre, la petite fille, voilà, c'est ça. Et c'est un grand sentiment de maîtriser, d'être proche de l'objet, même après l'avoir écrit, quoi. Ça continue, personne ne vous le prend, voilà, ça. Maintenant, je vais vous poser la question de quel conseil vous donneriez à un jeune ou moins jeune écrivain auto-édité. Je commence par Simone. Je
précise que Simone a écrit un livre qui s'appelle Grimper dans le top 100, qui peut aider certains. Bon, en fait, Simone, c'est mon nom, mais c'est Jacqueline, hein, en vrai. C'est mon pseudo pour se passer, pour séparer profession et activité, c'est pas grave. Oui, donc mon conseil, je vous l'ai déjà donné, c'est attention à l'écriture, attention à l'orthographe. C'est très difficile d'éviter les fautes. C'est vraiment un gros travail. Il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas le négliger. Donc pour moi, mon conseil, une fois qu'on a fini d'écrire son roman qui nous tenait à cœur, c'est vraiment de soigner la présentation, la description, la couverture, le titre. Plus il sera professionnel, il aura l'air professionnel, et moins vous aurez les personnes qui pourront dire « Oh, ça n'a pas l'air super ce truc, en plus c'est auto-édité, alors on n'y va pas, on ne veut pas lire ». Et sur un malentendu, les gens ne voient pas la différence entre auto-édité et édité par une maison d'édition traditionnelle, et c'est comme ça qu'après le bouche à oreille peut s'enclencher et avoir un public qui nous lit. Donc vraiment faire très attention à chaque petit détail. Une fois que le contenu, vous êtes fier et que le livre en soi est très bon, il faut savoir le présenter du mieux possible sans trop raconter, mais donner envie, et essayer de penser un peu à vos lecteurs et lectrices. Qu'est-ce qu'ils attendent du livre? Qu'est-ce que vous attendez en tant que lecteur quand vous choisissez un livre? Est-ce que vous voulez qu'on vous raconte quelqu'un qui suit sa vie mais vous ne savez même pas quelle est la tension? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Pourquoi est-ce qu'on va tourner 200 pages? J'essaie de m'éloigner de ce truc qui siffle. Oui, c'est pour ça que je me rapproche. Et donc voilà, vraiment pensez à vous en tant que lecteur aussi, ce que vous attendez quand vous cherchez un livre, ce qui fait que d'un seul coup vous déclenchez ce livre-là vous a plus qu'un autre, et essayez de retrouver ça dans votre propre description. Alors, rapidement, en fait, voilà, quand vous écrivez un livre, il faut se faire plaisir. On est le premier lecteur et il faut avoir la satisfaction d'être devant son clavier le soir ou dans la journée, de faire avancer les pages. Après, je dirais, il ne faut pas le faire en se disant je vais gagner de l'argent, parce que bon, il se trouve que nous, on a eu la chance d'avoir des livres qui ont marché, mais on peut avoir du plaisir avec quelques lecteurs seulement. Au départ, nous, quand on en avait 10 par mois, on était vraiment super contents. Bon, là, on en a un peu plus, mais... Et donc, il faut vraiment qu'il y ait la partie plaisir qui soit là-dedans. Voilà, et puis, de se dire que derrière, il y a quand même du travail. Hein. Il faut faire le marketing, il y a toutes les parties, quand on commence à gagner un peu financière. Est-ce que je vais me mettre auto-entrepreneur? Comment je vais déclarer mes impôts, mes charges, etc. Donc, voilà, il y a un travail aussi derrière. Donc, si on ne le fait pas avec une vraie envie, cette partie-là pourra rapidement paraître assez lourde. Oui, alors, bon, elles ont dit l'essentiel, hein, la qualité du livre en lui-même, parce qu'on est auto-édité, mais il faut sortir de cette image auto-éditée française qui est reliée à l'amateurisme. Et effectivement, maintenant qu'on a l'outil Amazon qui permet aux auto-édités d'être offerts à des lecteurs sur le même plan que n'importe quel auteur reconnu, édité normalement, traditionnellement, ça veut dire qu'on doit être aussi à la... qu'on doit être aussi... on ne peut pas vendre un livre à des lecteurs et qu'ils l'achètent, ils vont l'acheter quasiment le même prix que l'autre, ou même si c'est un peu moins cher, et puis se retrouver avec un livre d'amateur, c'est pas possible. Donc on est obligé de s'obliger soi-même à faire ce travail, et c'est pas évident parce que effectivement l'éditeur il est là pour ça aussi, hein. C'est pas pour rien. Alors que quand on est auteur et qu'on doit être éditeur en même temps, on doit donc mettre la deuxième casquette et sortir du rôle de l'auteur pour être plus que celui qui va... Bon, ça c'est... Voilà, c'est pour continuer ce qu'elle disait. Mais mon deuxième conseil, ça serait foncer, n'ayez pas peur. Voilà, parce qu'en fait, on n'a rien à perdre. Au pire, bon au pire quoi? Il n'y a pas de pire en fait. Qu'est-ce qu'il peut y avoir voilà, rien. En plus,
plus on est tranquille chez soi, derrière son écran d'ordinateur. Personne ne va venir vous taper sur la tête avec un gourdin pour vous dire mais qu'est-ce que... Hein, il y a des mauvais commentaires certes, mais bon, ça reste très virtuel, c'est sur un écran. Voilà, les méchants ne rentrent pas chez vous, quoi. Donc on risque rien, on sort son bouquin, on le fait du mieux qu'on peut, et une fois qu'il est en vente, le pire c'est qu'on en vend 5 par mois, et le mieux c'est qu'on en vend 25 000 comme Aurélie. Donc tout peut arriver et c'est ouvert, on ouvre les portes. Quels sont... Je vais faire les questions. Quels sont les... On va terminer avec une toute dernière question. Avant que vous puissiez poser les questions. Juste, quels sont vos projets futurs en fait, maintenant que vous avez vendu, écrit ces livres, quels sont vos projets? Donc moi j'ai 2 projets distincts, le premier sur Mémé dans les orties et le deuxième sur mon second roman. Donc pour Mémé dans les orties, après le lancement par Amazon et il continue ses ventes encore aujourd'hui, ça fait 8 mois. Il sort le 15 mai aux éditions Michel Lafon, donc je passe de l'édition simplement numérique, oui Michel Lafon, oui, de l'édition simplement numérique à l'édition papier. Donc pour moi c'est une vraie aventure. J'ai découvert aussi le monde de l'édition plus traditionnelle où forcément on perd un peu cette liberté où on décide tout seul, mais il y a aussi, on gagne énormément. Notamment pour moi c'était la partie hyper importante, c'était l'aide éditoriale. Avoir un avis sur le texte, avoir quelqu'un qui dit mais là tu es sûr, et là est-ce qu'on a bien compris, mais quelle était ton intention? Parce qu'on est vraiment seul sur la partie d'écriture, on a des commentaires de lecteurs, mais ce travail de fourmi sur le texte, mot à mot pour choisir le bon, là je l'ai vraiment lu un peu comme la cerise sur le gâteau, en passant par l'édition traditionnelle. Donc pour ça je croise les doigts que le 15 mai il va arriver en librairie et que ça se passera, qu'il aura un bon accueil. Toujours sur Mémé dans les orties, il y a une belle chose qui arrive aussi, donc il va être traduit en anglais, il est déjà en cours de traduction, et il sortira à la fin de l'année donc aux États-Unis et tous les pays anglophones. Et le deuxième projet dont je parlais, je suis en train d'écrire mon deuxième roman. Donc pour l'instant il n'est pas fini, j'en suis à la moitié, mais voilà, je lui souhaite une belle aventure et surtout de ne pas décevoir les premiers lecteurs. Moi j'attaque un nouveau thriller, donc là pour la première fois je vais reprendre des personnages d'un livre précédent. Donc c'est assez intéressant parce qu'il va falloir que je travaille les personnages un petit peu plus. Et la pauvre héroïne, elle est déjà partie pour des sales aventures, mais je suis en train de travailler dessus. Là. Oui, alors moi j'ai vécu avec quelques petits mois d'avance la même aventure qu'Aurélie, puisque mon livre est sorti, donc il est maintenant édité en papier par Michel Lafon, qui est un éditeur précurseur en la matière, puisque c'est un chercheur de choses qui bougent et qui fait beaucoup de thèmes. Voilà. Donc je suis très très contente et j'ai l'impression de revenir avec des éditeurs de façon plus à la hauteur de mes rêves, de mes espérances. Et maintenant, lorsque voilà, les discussions que j'ai avec mon éditeur sont complètement différentes par rapport à avant, puisque on parle sur le même plan parce que j'ai eu cette expérience finalement d'éditeurs entrepreneurs qui m'ont permis d'avoir, comme disait Jacqueline, une expertise à ce niveau-là qui me permet de parler avec l'éditeur de façon sur un pied d'égalité. Alors donc il est sorti chez Lafon, j'ai le tome, ça a été traduit en anglais également, ça va sortir en mai, en juin dans les pays anglophones. Ça aussi c'est assez rare quand même pour des auteurs français d'être traduits en anglais, donc c'est une chance. J'ai le tome 2, je viens de signer pour la traduction déjà anglaise du tome 2, donc voilà, alors voilà, ça continue, je suis en train d'écrire le tome 3. En fait j'ai un personnage, mon personnage
Et ça sera un personnage récurrent qui revient dans des aventures. Et je l'avais au départ conçu comme ça. J'avais vraiment envie de passer beaucoup de temps avec ma Rosie Maldon. Et puis voilà. Et tant mieux parce que grâce à ça, je peux maintenant régulièrement avoir des rendez-vous avec elle. Mes projets, c'est du travail de fourmi. Je continue mes corrections, mes critiques. Donc, vont bientôt sortir une petite nouvelle en attendant le gros roman qui suivra. Un petit livre pour enfants, donc il faut aussi corriger, mettre en forme, etc. Et puis, on a signé pour une autre traduction du roman qui est en ce moment bien vendu, de ces projets d'Anastasis. Donc là, on m'a demandé de relire en anglais de suivre la traduction en fait. Donc voilà, moi j'ai ces projets-là, plus continuer d'animer le blog, la page Facebook, etc. Toutes des petites choses qui se voient pas trop, mais ça prend du temps. Voilà. Ça se voit beaucoup. Tu dis que ça se voit pas beaucoup, mais ça se voit beaucoup. Oui, tu es très très vue. En tout cas, les auteurs qui ont envie d'être édités te voient. Je voudrais juste rajouter que il y a quelque chose qui se passe en ce moment entre le numérique et l'édition et rien n'empêche un auteur de continuer à être auto-édité en Kindle en même temps qu'il est édité par un éditeur traditionnel. C'est quelque chose de nouveau et pourquoi pas, on verra dans quelques années ce que ça donne, est-ce que c'est important, est-ce que ça aide le livre ou au contraire est-ce que ça le dessert, enfin, est-ce que ça aide au niveau des lecteurs, est-ce que ça permet d'avoir plus de lecteurs ou au contraire est-ce que ça prend des lecteurs à l'édition, enfin, on ne sait pas du tout ça, l'impact de tous ces changements. Et moi, je suis très très contente d'être au début de ces expériences parce que tout ça est en train de bouger, l'édition traditionnelle est en train de bouger et tant mieux parce que finalement, en France en tout cas, je ne connais pas les autres pays, mais en France, disons que ça fait quand même quelques années, voire quelques siècles que les éditeurs avaient les rênes de tout ça. Et je pense que c'est bon également pour eux d'être un petit peu remis en question, de frémir un peu. J'ai absolument confiance, je sais qu'ils vont savoir s'adapter et faire avec ces nouveautés, mais il faut qu'ils s'adaptent maintenant et il faut qu'ils arrivent à suivre ce mouvement et à inventer quelque chose avec les auteurs, pas seulement toujours les mêmes auteurs, avec les nouveaux. Merci donc Aurélie, donc auteure de Mémé dans les orties. Merci Jacqueline, auteure de Grimper dans le top 100 et on va dire un petit peu agent de Jacques. Merci Jacques. Auteur du dernier livre donc, de Jacques, c'est Projet Anastasie. Et merci Alice Quinn, auteur d'Un palace en enfer. Donc maintenant, est-ce que vous avez des questions à poser aux auteurs? Alors je ne sais pas si on a plus.